parti. Donc, l'idée, c'est une présentation, environ 20-25 minutes. Donc, utilisez le chat pour poser vos questions. Ensuite, toute la présentation et un certain nombre de contenus seront envoyés à Anne et aux équipes du School Lab, notamment, surtout quand je parle de templates, quand je parle de contenu, d'articles, etc. On fait une présentation de comment fonctionne Eldorado, avec qui on a beaucoup travaillé avec des entreprises et des startups de School Lab. Ensuite, présentation des financements publics et de comment fonctionne BPI France. Tout ce qui est présentation de la levée de fonds et ensuite une session de Q&A où je répondrai à vos questions que vous avez posées pendant le webinaire et à la fin. Donc déjà, qui on est Eldorado, donc je suis le cofondateur d'Eldorado, qui est une plateforme de financement de l'innovation. En gros, on connecte votre startup grâce à des algorithmes, on les fait matcher avec tous les financements qui sont adaptés. Les financements de l'innovation et puis les financements, c'est une jungle. Il y a les banques, les startups, tout ce qui est financement de l'innovation par les financements publics, la BPI et les investisseurs, la levée de fonds. Nous, on vous aide à identifier tout ça, à contacter les organismes et identifier les investisseurs adaptés et à être contacté aussi visible auprès d'une communauté d'investisseurs. Donc voilà, c'est une énorme base de données de tous les financements disponibles, qui est une base de données dynamique puisque tous les jours, on a des business angels, des nouvelles aides, des concours qui s'ajoutent et qui sont adaptés pour toutes les startups. C'est agnostique en termes de secteur et on est très fort dans tout ce qui est pré-seed, seed, série A. Donc les financements entre 10 000 et 3 millions d'euros, ce qui est une tranche assez large. Donc, je vous laisserai regarder. Vous pouvez créer un profil sur votre startup. C'est du freemium, donc vous pouvez tester. Et le modèle est assez simple. Vous rentrez dans c'est un SaaS, donc vous payez un prix mensuel pour avoir tout, en fonction de ce que vous faites, tout l'accès aux aides, au financement, aux levées de fonds, etc. Donc, je vous laisserai regarder. On a encore une fois aidé pas mal de startups, même de School Lab, depuis le début de l'année, en particulier sur tout ce qui est financement Covid Money, puisqu'il y a eu beaucoup de financement en recherche. On a donc tout ce qui est recherche d'investisseurs privés, les fonds, les business angels, etc. Et puis évidemment, tous les financements publics, subventions, prêts, etc. C'est ce dont on va discuter. Dernière chose, regardez notre blog, notre Medium. Nos contenus, c'est truffé d'aides, de mapping de fonds, de templates, d'articles contextuels sur la crise, les réflexes à avoir en tant qu'entrepreneur et aussi les tendances d'investissement. Donc, renseignez-vous. C'est d'ailleurs le premier conseil que je donne en introduction avant de plonger dans la jungle des financements publics. C'est vraiment le rôle de la dirigeante ou du dirigeant de se renseigner sur la stratégie de financement, d'être en pleine possession de vos moyens sur tout ce qui est financement, notamment comprendre comment fonctionnent les organismes, comprendre comment aller obtenir des aides publiques, etc. Sans connaître tous les détails, mais au moins de comprendre, parce que en fonction de votre stratégie de financement, ça va influer sur votre stratégie de développement, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça, c'est premier réflexe. Il faut que vous soyez bien au fait de ce qui existe et comment vous faire accompagner pour obtenir ces financements. Deuxième réflexe, c'est que le financement, là, on va parler d'aller chercher de l'argent et vous pourriez passer 2 ans de votre temps tous les jours à le faire, puisqu'il y a un certain nombre d'aides en France et de financements ouverts et disponibles. Mais le premier financement que vous devez aller chercher, c'est quand même celui de vos clients. Donc, tout ce dont on va parler, ce sont des moyens, c'est pas une fin. La fin dans le financement d'une startup, c'est signer avec des clients. Donc, c'est très important que vous soyez très à même de prioriser tout ça en fonction de votre stratégie. Donc, quand on parle de financement, il y a 3 grands types de financement. Tout ce qui est financement bancaire, donc ça appelle aussi du financement bas de bilan ou du financement dette. C'est la première type de financement. Le deuxième, c'est le financement public. Donc, tout ce qui est non dilutif. On dit non dilutif parce que vous n'allez pas diluer le capital de votre société, vous n'allez pas donner des parts contre du financement. Et le troisième financement, c'est aussi ce qu'on appelle le financement privé ou le venture capital, la levée de fonds, le fundraising, un certain nombre de noms et de termes qui existent. D'ailleurs, tous les termes qui sont un peu barbares, que vous ne comprenez pas, on a un glossaire de la levée de fonds. Si vous tapez glossaire levée de fonds sur Google, vous allez tomber sur notre glossaire sur BPI, sur notre blog
et aussi repris sur un certain nombre de médias type Madines, etc., qui vous permet de comprendre tous les termes dont on va parler. Principalement, on va parler du financement public et la levée de fonds qui sont les deux plus importants. Pour tout ce qui est financement bancaire, les conseils qu'on donne, principalement, c'est renseignez-vous en contactant votre chargé d'affaires bancaire. Si vous avez un compte banque en ligne, quand même, c'est toujours mieux d'avoir une banque physique parce qu'il y a un contact de chargé d'affaires, il y a des solutions de financement. Et ce dernier pourra peut-être vous donner en fonction de votre projet et votre stratégie des financements adaptés. Donc, contactez vos chargés d'affaires bancaires. Renseignez-vous auprès de votre banque aussi, si c'est la BNP, Crédit Agricole, etc. Il y a des structures d'accompagnement, le Y pour la BNP, le Village pour le Crédit Agricole, le Plateau pour Société Générale. On a chez HSBC des dispositifs pour les startups en croissance. Voilà, j'en parle, Banque Populaire et Crédit caisse d'épargne. Toutes les caisses d'épargne sont reliées à un réseau où il y a à la fois Natixis sur l'aspect fundraising, Seventure qui est un fonds d'investissement. Vous voyez, tous ces organismes bancaires maintenant intègrent une dynamique de financement de l'innovation et il faut que vous soyez clair sur ce qui existe. Comme ça, vous pouvez les contacter en disant je suis client BNP, Crédit Agricole, etc. J'aimerais savoir quels sont les financements disponibles. Le financement bancaire, c'est assez rare dans le financement de l'innovation. Parfois, il y a des aides de constitution de fonds propres, on va en parler, c'est important. Ça peut exister en fonction de votre projet, encore une fois, donc renseignez-vous. Et puis surtout, ça a été très, très démocratisé cette année grâce à l'activité de la BPI sur les contre-garanties du prêt garanti par l'État. Donc, tout ce qui est PGE, c'est les banques qui financent. C'est votre chargé d'affaires. Du coup, de plus en plus, les banques se rapprochent des entrepreneurs et en particulier des startups pour les aider soit à passer cette crise, soit à faire un mécanisme de crédit pour les supporter dans leur croissance et du coup d'obtenir du financement. Sur le financement bancaire, il faut vous garder en tête, pour tous les financements, que ce soit levée de fonds, investisseurs, BPI, la région, les banques, il faut que vous compreniez la logique de l'investisseur ou de l'organisme de financement. Comprendre les banques, c'est assez simple. Elles ne prêtent que si elles gagnent de l'argent. Il faut comprendre cette logique en disant il faut que je sois un dossier attractif pour dire que je vais rembourser le prêt et que je vais être un bon client en croissance, que du coup, je vais prendre d'autres produits de la banque le jour où je serai en pleine croissance. C'est ce sur quoi tablent les banques avec les entrepreneurs pour proposer des services ensuite. Donc, quand vous comprenez ça, vous pouvez déposer et avoir un langage plus adapté. Vous ne parlez pas à un investisseur comme à votre banque, vous ne parlez pas à votre banque comme à la BPI. Et c'est important de comprendre ces organismes. Ça, c'est sur le financement bancaire. On va jumper sur le financement public de l'innovation. Le financement public, majoritairement, c'est un organisme que vous connaissez qui s'appelle la Banque publique d'investissement, qui est un organisme sous tutelle de l'État, qui est financé principalement par le Trésor public à 90%, donc nos impôts, et qui est un organisme énorme de financement des entreprises en France. Il gère tous les maillons de la chaîne du financement des entreprises, aussi bien les participations de l'État en bourse, dans des entreprises publiques ou semi-publiques, et jusqu'au prêt pour les créateurs d'entreprises ou les franchisés ou les petites startups qui font les premières subventions. C'est très large, c'est plus de 3500 collaborateurs, c'est un organisme public qui a du coup sur le financement de l'innovation un rôle majeur. Et là, quand je vous parlais de comprendre les organismes, c'est très important. Quand vous contactez la BPI, il faut que vous gardiez deux choses en tête très importantes. La première, c'est que c'est un organisme qui va favoriser la croissance et du coup les performances commerciales, la croissance des entreprises, donc le soutien économique à une croissance. C'est pas dans le cadre du financement de l'innovation, c'est très important, c'est vraiment encourager la création d'entreprises et le développement d'entreprises. On est passé de 2015 à 2020 à une période de démocratisation de l'entrepreneuriat et maintenant on est dans une phase d'accélération des technologies de rupture, des deep tech comme ils disent. Donc, on n'est plus dans la phase de favoriser la création, mais plutôt favoriser le développement. Premier but de la BPI, c'est favoriser la croissance. Donc, quand vous déposez un dossier, quand vous parlez à quelqu'un de la BPI, faut dire, faut montrer, faut vous mettre en avant en disant que vous êtes en croissance, que vous allez créer de l'activité économique. Et la deuxième, c'est lié, c'est la création d'emplois. Le but de BPI France et de l'État à travers les financements et les différentes aides publiques qui existent, c'est que vous créez de l'emploi.
Donc, il n'y aura jamais un dispositif qui dira nous, on reste en bootstrapping pendant 5 ans et entre founders, et on demande une bourse French Tech, un prêt d'honneur ou un prêt croissance. Sans créer de l'emploi, ce serait trop peu une garantie pour la BPI d'avoir une activité économique majeure. Une fois que vous avez compris ça, déjà, vous avez compris une bonne partie de la stratégie de la BPI et du coup, adapter vos demandes. La BPI, elle a deux métiers sur l'innovation en particulier. Le financement, l'investissement. L'investissement, pour parler rapidement, c'est comme un fonds d'investissement classique. Ils investissent directement dans des startups à travers une multitude de fonds spécialisés. Donc, ils se comportent comme un venture, comme un fonds de venture. Donc, ils analysent des dossiers, ils investissent dedans et ils sont actionnaires. Ils deviennent associés des startups. La deuxième activité dans l'investissement, c'est que la BPI investit elle-même dans des fonds qui vont investir dans des startups. Donc, c'est une activité, ce qu'on appelle le fonds de fonds. Donc, c'est une activité de soutien économique majeure puisque ça permet à des fonds d'investissement de se déployer et du coup d'investir eux-mêmes dans des startups dans différentes spécialités. Voilà, ce qu'on appelle un LP, un Limited Partner, qui investit dans les fonds. Cette activité investissement, c'est vraiment calqué sur l'activité Venture Capital. L'activité qui nous intéresse sur le financement non dilutif, c'est son activité financement. Là, on voit ces 7 plus 1 milliard, ça fait environ 9 milliards. Mais il y a en plus de ces aides et subventions, il y a en plus 6 à 7 milliards qui sont des financements indirects. Il y a 2 types de financements directs qui sont, par son nom l'indique, de l'argent qui est donné directement à l'entreprise, des subventions, des prêts. On vous prête de l'argent, ça arrive dans votre compte en banque. Vous avez plus 100 000, plus 200 000, plus 30 000 euros. Et il y a toute une activité qu'on ne liste pas ici, mais on va en parler rapidement après, qui est du financement indirect. À la différence du financement direct, c'est pas qu'on va vous donner de l'argent, mais c'est qu'on ne va pas vous prendre de l'argent que vous devez, à savoir des impôts et des charges sociales. À travers 3 mécanismes principaux, le statut JEI, statut de jeune entreprise innovante, le crédit d'impôt recherche, ou aussi appelé le CIR, et le C2I, qui est le crédit d'impôt innovation. Concrètement, vous devez des impôts, des charges sociales en fur et à mesure de votre croissance, sur votre salaire, sur le salaire des gens qui travaillent en R&D chez vous. Vous pouvez vous affranchir pendant 1 année ou 7 années pour le cas du JEI d'une partie des charges patronales et d'une partie de l'impôt sur les sociétés ou dans quelques cas spécifiques d'autres impôts. Donc, vous payez moins que ce que vous devez. Donc, du coup, vous faites des économies sur le long terme. Et c'est des statuts très avantageux dans les premières années d'une entreprise puisque ça limite les coûts. Ça, c'est pour le financement indirect. Sur le financement direct, 2 activités majeures et principales. Tout ce qui est les prêts, donc c'est la majeure partie. Et puis ensuite, tout ce qui est subvention et aide à l'innovation, c'est généralement la première relation que vous allez avoir avec la BPI. Ce sera à travers une aide et une subvention de base. La difficulté, c'est que la BPI et même au sein de la BPI, vous voyez, ça c'est un dispositif en Ile-de-France. Il y en a partout, il y a des noms qui changent, des conditions, c'est changeant, etc. Donc nous, on a tout rassemblé. Il y a 1700 aides référencées sur Eldorado. Quand vous vous connectez, en fonction de vos critères de géographie, stade de développement, etc., ça vous donne les aides qui sont adaptées directement. Il y a 6 natures d'aides. On va commencer par la droite au milieu, par élimination, exonération fiscale et sociale, c'est ce dont je viens de parler. Statut JEI, CIR, C2I. Quel est le réflexe? Dès que vous avez de l'innovation, que vous avez des frais de recherche et développement, donc recherche et développement, c'est changer l'état de l'art. Il y a une différence entre financer l'innovation et la R&D. L'innovation, c'est faire quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant, tout simplement. La R&D, c'est faire un travail de recherche scientifique sur un domaine particulier pour changer l'état de l'art. C'est deux choses différentes. Généralement, parfois, on les mélange. Parfois, parce qu'on a des ingénieurs, on dit que c'est de l'innovation et puis ça nous permet de trouver des mécanismes de financement de l'innovation. Concrètement, vous pouvez aller chercher une subvention sans avoir à faire décoller des satellites sur la Lune. Vous pouvez en faire en une app mobile, une place de marché. Et du moment que vous avez un aspect innovant, que ce soit une innovation technologique, donc faire travailler des développeurs, un aspect technique, mais aussi une innovation de service, un nouveau concept de restauration, il n'y a pas de développeur, peut très bien obtenir des aides au financement de l'innovation directe. Toutes les aides indirectes, le réflexe, donc sur Eldorado, nous, on peut vous mettre en relation avec des cabinets spécialisés, c'est que vous ne pouvez pas faire tout seul aller obtenir un CIR, JEI, C2I. Il faut vous faire accompagner par un cabinet spécialisé parce que c'est épais, parce que c'est risqué. Vous pouvez avoir des contrôles derrière, donc il faut dérisquer un maximum avec un dossier béton et bien fait.
Ça, c'est les mécanismes d'exonération et tout ce qui existe autour des JEI, CIR, C2C. Ensuite, on a grosso modo trois grandes familles, la subvention, le prêt d'honneur, qui est un prêt aux dirigeants, et tout ce qui est les prêts, avances ou contre-garantie. La subvention, c'est un produit, c'est-à-dire qu'on va vous donner de l'argent, vous n'aurez pas à le rembourser. Même si la startup foire, même si vous avez un changement de stratégie ou un changement d'association, si vous arrêtez de travailler, etc., etc. C'est un mécanisme qui est vraiment un don aux entreprises pour financer de l'innovation. Ça reste un produit imposable, donc il faudra le mettre dans vos produits imposables comme si c'était du chiffre d'affaires. Généralement, les premières subventions, elles oscillent entre 30 et 45 000 euros. Mais après, il y a des mécanismes de subvention qui peuvent aller plus loin. Il y a des dispositifs qui sont de 70 à 100 000 euros. Et puis, il y a même des dispositifs comme des concours où il y a des subventions de 200 à 300 000 euros. Vous voyez tout de suite l'avantage, c'est que c'est de l'argent qu'on vous donne directement. À la différence des mécanismes de dette, donc tout ce qui est avance remboursable et prêt innovation amorçage, la différence entre les deux, c'est que les avances remboursables, on vous donne 100% de l'avance quand vous l'obtenez. Si vous faites une demande de 200 000 euros, vous allez avoir 200 000 euros directement et vous commencez à rembourser plus vite. Les prêts innovation, les prêts amorçage et puis tout un certain nombre de prêts derrière, prêts croissance, prêts innovation R&D, etc. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Les prêts, on va vous donner une partie de la somme, généralement 60, 70, 80%, entre 70 et 80% de la somme au début du programme d'innovation, qui dure entre 8 et 24 mois en fonction de ce que vous mettez dans vos documents BPI. Et ça va vous aider à financer un budget d'innovation. Et une fois que vous avez atteint ce budget financé, on vous donne la dernière partie du prêt. Donc, c'est juste en deux fois. Et le prêt, généralement, il y a des différés de remboursement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rembourser au bout de 2 ou 3 ans après avoir l'obtention du prêt. Donc, c'est de l'apport en trésorerie et vous vous souciez du remboursement plus tard. La contre-garantie, c'est un mécanisme, en fait, vous allez voir votre organisme bancaire, il vous dit « OK pour vous prêter 50 000 euros, mais je veux que vous soyez caution personnelle ou vous me trouvez un garant. » Généralement, on dit aux entrepreneurs de refuser d'être caution personnelle ou hypothéquer. C'est un petit peu passé ce temps où les entrepreneurs devaient risquer. Déjà que c'est risqué de créer une entreprise pour plein de raisons. C'est encore plus risqué si vous devez aller chercher des mécanismes de garantie personnelle parce que vous allez risquer votre propre patrimoine. Ça, c'est la contre-garantie et généralement, du coup, c'est la BPI qui va se porter garant pour vous. Ça veut dire, si vous n'arrivez pas à rembourser le prêt, on ne pourra pas aller chercher votre patrimoine personnel, ce sera la BPI de rembourser. Pareil pour tout ce qui est prêt, innovation ou avance remboursable. Si vous échouez dans votre projet, vous n'aurez pas à rembourser et c'est important de le dire. Je vérifie juste qu'on m'entend, mais je pense qu'on m'entend. Oui, et je vois des questions, donc top. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions et on débriefera sur toutes les questions à la fin du webinaire ou à la fin de chaque partie. Dernier mécanisme, ce sont les prêts d'honneur. Très important, les prêts d'honneur. Différents organismes, Wilco, Réseau Entreprendre, pareil, ils sont tous référencés sur Eldorado et on les a tous bien catégorisés. Il y a sur ces prêts d'honneur une chose importante à savoir, c'est qu'on ne prête pas de l'argent à l'entreprise, mais on prête de l'argent aux entrepreneurs. Pareil, l'idée, c'est de pas de vous demander un remboursement, c'est dérisqué, c'est sans garantie. Et généralement, les sommes varient entre 20 et 40 000 euros par associé. C'est important, c'est intéressant parce que si vous démarrez une entreprise et que vous n'avez pas d'argent pour mettre des fonds propres, on va voir la notion de fonds propres, vous pouvez aller chercher un prêt d'honneur qui va vous permettre de constituer vos fonds propres pour ensuite aller chercher des aides. Donc, c'est un cercle vertueux des financements. Une fois bien organisé, vous pouvez faire tout ça. Si on rentre un petit peu dans les détails de qu'est-ce qu'il faut pour obtenir une aide ou un financement, il faut vérifier 3 conditions et on va les détailler. Première, c'est les conditions un peu administratives. C'est où est-ce que vous êtes créé et quand. Parce que la première année, il y a des aides qui sont adaptées et puis vous ne pouvez plus aller chercher la deuxième ou la troisième année. Et parce que la deuxième ou la troisième année, il y a d'autres aides qui sont adaptées. Donc, la date de création influe. Le conseil qu'on donne, c'est qu'il y a une ou deux aides à aller chercher en début de création en fonction de vos fonds propres. Donc, il ne faut pas traîner. Et la stratégie, c'est de ne pas trop non plus déposer ses statutos quand on sait qu'on veut développer le projet, mais de dire je vais essayer d'optimiser en disant je vais déposer les statuts quand j'aurai assez avancé aussi pour, avec mes fonds propres et mon dossier innovant,
déposer une demande au sein de la BPI. L'adresse du siège est importante parce que c'est en fonction de votre région que vous allez être. Il y a des implantations régionales. Si vous le pouvez, mettez votre siège en banlieue ou en province, dans une maison de campagne, chez des amis, un incubateur, etc. Parce que vous allez pouvoir être financé plus rapidement et plus efficacement par les BPI de région ou de banlieue qu'à Paris, parce qu'à Paris, il y a plus de dossiers, il y a plus de temps. Donc, c'est une petite question d'optimisation. Tout ce qui est éligibilité, donc ce que j'ai dit, c'est qu'est-ce que va financer la BPI? C'est de l'innovation, c'est faire quelque chose qui n'existait pas avant. À Paris, ce concept a évolué, ce concept d'innovation, notamment au niveau du fait que la BPI, stratégiquement, va aller financer des boîtes qui sont plus en innovation de rupture, ce qu'on appelle aussi les deep tech, donc intelligence artificielle, robotique, machine learning, etc. Il faut se dire que la BPI évolue pour faire financer ces projets un peu plus challenging, notamment à Paris, parce qu'elle va moins financer des projets de applications mobiles, place de marché, boutique en ligne avec un petit côté innovant. Il faut vraiment insister sur une innovation en plus. Encore une fois, ça peut être très varié. L'innovation, la définition de l'innovation est très large, mais c'est quand même quelque chose qui n'existait pas avant. Pas plus tard qu'hier, on a financé une entreprise, nous, qui fait de la nourriture pour chiens et chats, pour de la nourriture pour animaux, nouvelle génération, avec des protéines naturelles, etc. Et une marque toute innovante sur ce concept-là. Ils ont eu un financement de la BPI parce que c'est une innovation de service pour les propriétaires de chiens, il y a un grand marché, etc., etc. Et en parallèle, on a aussi déposé un dossier, notamment un concours d'innovation assez important, pour une société qui fait de l'analyse en temps réel grâce à la big data, des algorithmes de publicité, enfin de coûts de publicité en ligne sur la télé et en radio. Et donc, grâce à cette activité-là, qui est très, très deep tech, avec beaucoup d'ingénieurs, ils sont allés demander différents mécanismes de financement. Donc, c'est assez large, la définition d'innovation. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est être une PME européenne indépendante, ça, c'est le cas pour tout le monde. C'est des critères assez larges. Il faut avoir moins de 250 salariés. Je ne pense pas que quelqu'un ici a plus de 250 salariés et être détenu à moins de 25% il ne faut pas être détenu à plus de 25% par une autre entreprise. Donc, c'est la notion d'indépendance. On va financer des entreprises qui sont vraiment indépendantes. Les dépenses éligibles, c'est important. Du coup, vous présentez un projet innovant et vous allez présenter des dépenses en face. Certaines aides, notamment régionales, PM-Up, TP-Up, vont financer de la prospection commerciale, de la croissance. D'autres aides, Bourse French Tech, InnovUp, les premières aides que vous allez demander en subvention et les prêts vont financer de la technologie, des dépenses de recherche et développement, des dépenses d'innovation. Donc, ça va être les prestataires, web designers, agences techniques pour faire votre application mobile, les salaires des personnes qui travaillent chez vous pour faire ces avancées, les études de marché technologique, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de dépenses éligibles. C'est pour ça qu'il faut se faire aussi accompagner. Parce que vous pouvez parfois oublier de mettre des dépenses éligibles qui sont dedans, dans le programme, et mettre des dépenses qui ne sont pas éligibles dans le programme, et donc du coup vous faire retoquer au moment où vous demandez l'aide, et donc du coup baisser le potentiel de l'aide que vous allez obtenir. Et surtout, l'important, c'est la notion de fonds propres. Ce qu'il faut comprendre, c'est deux choses. C'est que, la BPI va financer un projet que si l'entrepreneur a des fonds propres et que l'entreprise est solide financièrement. On peut créer une SAS avec 1 euro symbolique, mais vous n'allez pas pouvoir aller chercher des aides. Le montant minimum, généralement, pour une bourse French Tech, par exemple, c'est 14 500 euros. Donc, il faut que vous ayez 14 500 euros dans le capital de création de votre entreprise. On va voir comment faire pour avoir ces 14 500 euros parce que la plupart des entrepreneurs ont moins et il y a différentes solutions pour y parvenir. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la BPI ne va pas financer 100% de votre projet. Donc, si vous cherchez un projet qui est de 50 000 euros, la BPI ira à 50%, financera que 25 000 euros. Donc, si vous voulez un concours de la BPI à 50 000 euros, il faut faire un budget de 100 000 euros ou de 150 000 euros. Et elle sera plafonnée à la moitié de ce que vous avez budgété comme dépenses éligibles. Donc, justement, cette notion de fonds propres, on va juste en détailler. Donc, il y a toutes les aides, les nouvelles aides, tout ce qui est nouvelles aides suite au Covid qu'on pourra rebasculer aussi. Je vous renverrai évidemment tout ça. Donc, les fonds propres, au début, c'est le capital social. Vous avez mis 1 000 euros dans votre société au début.
ou 5 000 euros par associé, c'est 15 000 euros de fonds propres de débarrage. Le report à nouveau, c'est une notion quand vous avez clôturé un exercice et que vous avez un report d'un exercice à l'autre. Ce n'est pas tellement le cas pour vous puisque vous êtes plutôt en pré-seed seed. Et le résultat de l'exercice, c'est pareil. S'il est négatif, ça fait baisser vos fonds propres. S'il est positif, ça fait augmenter vos fonds propres. Ce n'est pas la trésorerie, ce n'est pas ce que vous avez dans le compte en banque à un instant T. Comment constituer ces fonds propres? Si vous avez besoin, disons qu'on part du principe que vous avez besoin de 15 000 euros pour aller chercher une bourse French Tech ou une InnovUp, qui est la première subvention de base pour les entrepreneurs. Si vous avez pu, entre 3 associés ou vous-même, mettre 15 000 euros, c'est bon, vous allez pouvoir chercher notre aide. Si vous n'avez pas ces 15 000 euros, vous avez plusieurs mécanismes. Vous vous faites prêter de l'argent à titre personnel et vous les mettez dans l'entreprise, dans le capital. Vous vous faites prêter de l'argent et vous la prêtez vous-même à l'entreprise. C'est ce qu'on appelle un apport en compte courant d'associé. C'est-à-dire que vous prêtez de l'argent à votre entreprise qui les bloque et qui vous les remboursera plus tard. Mais comme ça vous permet de constituer vos fonds propres pour aller chercher, encore une fois, les aides. Et il y a évidemment le mécanisme de la levée de fonds. Donc, si vous levez 30 000 euros, vous avez 30 000 euros de fonds propres. Généralement, ce qui est fait, c'est que quand vous allez chercher une levée de 500 000 euros, on vous dit cherche 400 000 euros d'investisseurs et ensuite on va chercher 100 000 euros de prêt BPI qui fait un effet de levier par rapport à la levée de fonds que tu as effectuée. Mais si vous manque ces 15 000 euros au début, vous pouvez très bien faire une levée de fonds. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire en bon de souscription d'actions, donc en convertissant des obligations que vous vendez à un instant T qui seront converties en actions lors d'une prochaine levée de fonds. Ça permet d'avoir du cash plus rapidement, d'avoir des fonds propres plus rapidement et du coup d'aller chercher les différents mécanismes de financement non dilutifs qui se calquent sur le montant des fonds propres. Outre les résultats bénéficiaires, j'en ai parlé. Dernière possibilité, allez chercher un prêt d'honneur. Vous créez votre boîte, vous déposez les statuts, vous mettez les 1 000 euros que vous avez ou 100 euros et vous allez contacter Réseau Entreprendre, Wilco, un certain nombre d'organismes. Il y a même des entreprises privées qui font des prêts d'honneur pour aller leur demander un prêt d'honneur et leur dire voilà, mon entreprise fait ça, je cherche un prêt d'honneur. On est 3 associés, donc on peut faire 3 fois 20 000 euros. Et là, directement, vous allez avoir 60 000 euros de fonds propres. Ça, c'est la notion de fonds propres. J'accélère volontairement pour passer à la partie levée de fonds. Que vous dire, nous, on a les 3 derniers exemples d'entreprises qu'on a accompagnées. D'ailleurs, pas mal d'entreprises qui étaient plus ou moins proches du Schoolab. Pour vous donner plusieurs exemples, NOC à gauche, qui est une entreprise de chasseurs immobiliers sur Internet, donc qui chasse des opportunités d'appartements. Ils sont à Bordeaux. On est allé chercher une bourse French Tech avec eux à la BPI et un Startup Pass de la région. Donc, en fait, on a fait la complémentarité entre les deux, c'est-à-dire le financement de la BPI et le financement de la région. Et ils ont obtenu 120 000 euros de subvention au bout de leur 2e année avec des mécanismes qui étaient très adaptés à la création de leur site web et les évolutions techniques qu'ils voulaient faire. Abricot, pareil, on a fait ce qu'on appelle une ADI complémentaire à leur levée. Ils ont levé environ 150 000 euros. On est allé chercher une ADI, donc une aide au développement et à l'innovation, qui est un mécanisme de prêt à hauteur de la moitié de la levée de fonds, avec un différé de remboursement de 3 ans et à taux zéro. Donc, vraiment un super dispositif. Et Yuka, on les a aidés sur leur levée de fonds et sur ce qu'on appelle un prêt amorçage investissement. Donc, ils ont emprunté 400 000 euros auprès de la BPI, pareil, avec un différé de remboursement de 3 ans. Toutes ces entreprises ont un point commun, c'est de déposer un dossier d'innovation, se rapprocher de la BPI, comprendre le mécanisme de financement et faire un effet de levier sur la trésorerie par fonds propres qu'on a, pas la trésorerie comptable, et les levées de fonds qu'on fait. Ça a été le cas pour Yuka. Donc, je serai prêt à vous répondre à vos questions sur les financements publics. J'essaie d'accélérer volontairement parce que le temps passe et j'aimerais répondre à vos questions. Donc, la levée de fonds, c'est le mécanisme de financement le plus important dans l'innovation. Vous savez toutes et tous que ça augmente de façon exponentielle. C'est tiré vers le haut par des super levées, des licornes. Bien que cette année, on a 2 nouvelles licornes qui sont faites même pendant la crise, post-crise. Il y en a des quasi-licornes aussi qui sont vraiment en super levée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne nouvelle pour vous dans le sens où plus il y a d'argent, plus il y a de super levée, plus ça va tirer tout le monde vers le haut et tous les financements vers le haut. L'autre sujet, c'est que ça va permettre pour vous d'avoir
plein d'investisseurs, beaucoup plus qu'avant. Donc, l'argent est beaucoup plus disponible. En revanche, le Covid a fait évoluer les choses dans le sens où même s'il y a beaucoup d'argent à aller chercher, et de plus en plus chaque année, c'est plus dur d'aller le chercher. Il faut montrer encore plus qu'avant que vous avez des fondamentaux très solides dans votre startup, que vous êtes vraiment un projet très innovant, que vous avez une association super complémentaire, que votre équipe de base est très solide, que votre marché est très gros, etc. On reviendra dessus. Cette notion évolue, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est en croissance. Donc, vous voyez, c'est environ, on va faire une année à environ 5 milliards et demi en 2020 malgré le Covid. Donc, ce qui montre qu'il y a quand même une grosse croissance et un gros sujet d'évolution positive et de croissance positive. Donc, voilà. Donc, comment se passe la chaîne de financement sur les levées de fonds? On l'a dit tout à l'heure, les premiers financements que vous allez aller chercher, c'est pour financer la R&D, l'innovation, les prêts d'honneur, les aides, les différents mécanismes de subvention de la BPI, de la région. Et ensuite, vous allez chercher des business angels. Donc, c'est un premier mécanisme de levée de fonds. C'est des BA, des associations de BA, des personnes physiques investisseurs. On va revenir derrière. Et puis ensuite, vous allez chercher des fonds d'amorçage et puis des fonds de capital risque qu'on appelle aussi VC ou Venture Capital, qui vont vous permettre d'accélérer une fois que vous avez prouvé que votre produit marche bien, que vous avez un certain nombre de clients et que ça avance très positivement. Ensuite, donc quel investisseur choisir? C'est là la plus grosse difficulté, c'est qu'en Venture Capital, il y a énormément de types d'investisseurs et on se dit comment les trouver, comment les identifier et comment les convaincre que vous avez un bon projet d'innovation chez vous. Donc, sur la partie Business Angel, ce sont des personnes physiques qui investissent eux-mêmes des sommes personnelles dans des startups et dans des projets innovants. 3 types majeurs de Business Angel. Il y en a environ 3000 actifs en France. Ils sont beaucoup référencés sur Eldorado. Ils investissent généralement soit dans des secteurs qu'ils connaissent, soit dans des startups avec un côté un petit peu plus, participant et ils investissent pas qu'avec le portefeuille, mais aussi avec le cœur et la volonté d'aider les entrepreneurs au début, à la différence des investisseurs plutôt professionnels que sont les fonds d'investissement. Les business angels, il y en a 3 catégories principales. Ce sont des anciens entrepreneurs qui réinvestissent des sommes qu'ils ont eues grâce à des reventes d'entreprises, ce qu'on appelle du réemploi. Il y a des cadres supérieurs qui travaillent dans différents secteurs et qui veulent diversifier leur investissement, et des seniors, soit retraités, soit seniors, qui aussi ont une capacité d'investissement un peu plus grosse que des jeunes actifs, et du coup qui veulent diversifier leur investissement en investissant dans de l'innovation et des startups. Ça, c'est les BA. Comment les trouver? Plusieurs techniques. Déjà, c'est faire jouer le réseau. Faites parler de vous. Communiquez sur votre projet. Incarnez votre marque. Si vous faites du financement voilà, moi, j'ai pas ma marque, j'incarne pas ma marque, j'incarne la marque Kimono qu'on a financée, qui est une entreprise qui fait de l'outfit et des objets personnalisés pour start-up. Elle fait pas que pour start-up d'ailleurs. Mais quand j'essaie d'incarner ma marque, je dis faites des blog posts, parlez de vous, de votre secteur, de votre domaine d'activité. Ça fera, notamment sur LinkedIn ou sur des blogs ou Medium, ça fera nécessairement croître l'activité que vous avez autour de l'intérêt que vous pouvez avoir de gens directement ou indirectement investisseurs sur vos projets. Ça, c'est un réflexe. Ensuite, c'est participer à des événements. En ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des événements aussi en ligne sur l'investissement, et aujourd'hui, on en fait un, par exemple. Faites parler de votre projet, envoyez des informations à ces gens que vous croisez dans des événements, etc. Enfin, on a, je vais couper mes notifications Slack parce que c'est assez actif dès ce matin, je suis désolé. Du coup, il faut que vous soyez, hop, si j'y arrive d'ailleurs. Non, j'y arrive pas. Du coup, il faut que vous soyez très en recherche de… Hop, c'était où? Je vais essayer de… Ouais, hop, je vais le fermer, ça va aller plus vite. Moi, j'ai fermé la présentation, c'est magnifique. Gros fail en live. Une keynote d'Apple qui foire. Hop, je peux les couper, c'est pas grave, ça va vous distraire, mais j'en étais ici. Voilà.
Les business angels aussi, c'est du coup d'aller chercher sur LinkedIn les gens qui sont dans votre secteur et puis de s'inscrire sur des plateformes comme Eldorado ou autres où il y a des business angels qui sont référencés et qui peuvent vous permettre de trouver des marques d'intérêt avec des investisseurs qui pourront, dans un moment court ou plus tard, investir dans votre entreprise. Ensuite, les fonds de venture, c'est les fonds de VC, les fonds d'investissement, les fonds de capital risque. Donc, il y a plusieurs noms et termes qui sont donnés. Là, c'est quand votre entreprise va être encore un peu plus sûre et plus active dans sa croissance et dans son marché. Où là, vous allez avoir des fonds qui fonctionnent différemment. Ce sont des organismes et des sociétés qui reçoivent des fonds de personnes, qui peuvent être des personnes privées, des institutionnels, des banques, des assureurs, pour l'investir dans des startups. La logique des fonds, elle est différente de la logique d'un business angel. Bon, le business angel, quand il investit dans votre entreprise, c'est avant tout par passion, pour y croire, pour vous aider et potentiellement se faire de l'argent quand vous allez revendre ou relever des fonds. Le fonds d'investissement, il n'a qu'un objectif, c'est de vous revendre le prix le plus cher possible et faire une plus-value. Une fois que vous comprenez ça, vous comprenez qu'aller chercher des fonds d'investissement, c'est dire dans les 3, 5, 7 ans, le but sera de maximiser le développement de notre entreprise pour la revendre. Il y en a environ 200 fonds d'investissement, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup d'argent qui existe dans l'écosystème. Et il y a aussi ce qu'on appelle les CVC, les Corporate Venture Capital, qui sont les branches d'investissement des grands corporates qui permettent du coup d'avoir un certain nombre d'entreprises qui investissent et diversifient leur investissement dans des secteurs qui les connaissent. Voilà, il y a Orange Digital Venture, il y a toutes les entreprises du CAC 40, des SBF 120 et même des plus petites entreprises ont des fonds de venture adossés. C'est intéressant d'aller les contacter, surtout si vous voulez avoir du rapprochement commercial ou autre avec elles. Dernier sujet et dernière catégorie, ce sont les family office, donc tout ce qui est branche d'investissement des grandes familles fortunées françaises, notamment tout ce qui est dans certains secteurs, la mode, le design, l'agroalimentaire ou autre. Il y a un certain nombre de grandes familles qui investissent, diversifient leur investissement et qui ont des structures d'investissement dans les startups et dans l'innovation. Pareil, il faut les contacter. Ils sont assez discrets, donc ils sont sur Eldorado, mais ils sont aussi sur pas mal d'événements ou de références qui existent. Il y a un mapping des family office qu'on a fait sur Eldorado aussi. Dernière source de financement, ce sont les plateformes de crowdfunding. Donc, 3 types de crowdfunding. Soit c'est du crowdfunding classique, on vous fait un don et vous faites une récompense. Ça, c'est du crowd equity, on vous fait un investissement et ensuite, là, c'est comme la levée de fonds, comme on l'a dit. C'est une communauté d'investisseurs, mais qui ne sont pas des investisseurs professionnels, ce n'est pas des business angels actifs. Et vous pouvez avoir 300, 400 personnes qui mettent des tout petits tickets entre 100 et 1000 euros. Et ils se constituent tous en entreprise. Et mis bout en bout, ça peut faire 200, 300 000 euros. Crowd equity, ça peut être bien notamment pour tout ce qui est lancement d'un produit. L'avantage, c'est que ça va vous aider à constituer des fonds propres pour ensuite aller chercher d'autres aides. Donc, vous voyez que c'est complémentaire et que vous pouvez jouer des deux pour complémentariser le financement de votre entreprise. Et la dernière catégorie, c'est le crowdlending. Là, ce sont des prêts avec ou sans intérêt qui vous permettent d'aller chercher différents mécanismes de financement. Les étapes de la levée, elles sont assez diverses et complémentaires. On compte 4 à 8 mois pour faire une levée de fonds, donc anticipée. On va en parler un petit peu, ce côté anticipation. Une fois que vous avez fait vos documents de base, donc un deck, une présentation PowerPoint d'une 20aine de pages, un business plan, ne passez pas trop de temps sur le business plan. C'est des chiffres dans des cases. Tout le monde sait que vous les remplirez potentiellement pas, voire même quasiment pas, ou que votre stratégie va évoluer. C'est juste pour montrer que vous avez une logique financière de bénéfices, de rentabilité, de recrutement à venir dans votre projet, mais ne passez pas trop de temps dessus. Ensuite, vous passez au ciblage des investisseurs. Si vous faites bien votre travail en tant que fondatrice et fondateur, vous continuez à avoir des relations tout au long de la vie de votre entreprise avec des potentiels investisseurs, même si vous n'en avez pas. C'est un peu comme le recrutement. Il faut toujours être en recherche d'investisseurs, il faut toujours être en recherche de talents, parce que le jour où vous allez en avoir besoin, c'est pas là qu'il faut commencer à en cibler, même si vous ne pouvez pas vous mettre en mode contact d'investisseurs tous les jours. Le moment où vous allez commencer à accélérer votre levée, il va falloir utiliser du coup LinkedIn, votre réseau, le réseau d'école,
vos réseaux de personnel, vos réseaux d'anciens employés dans l'entreprise où vous étiez et des plateformes comme Eldorado, etc. Ensuite commence la phase de roadshow. Donc, ce qu'on appelle le roadshow, c'est vous allez rencontrer, convaincre les investisseurs, la due diligence. Encore une fois, c'est une période qui est un peu plus touchy qu'avant, puisque les entreprises, les investisseurs vont regarder par les entreprises des fondamentaux plus solides, que vous avez un marché plus gros, que vous avez une association très solide, etc. Parce qu'il y a plus de craintes suite au Covid sur les secteurs. Il y a aussi plus d'opportunités parce que la crise a fait naître de nouveaux besoins que les startups essayent de résoudre. Ensuite, vous allez arriver vers ce qu'on appelle des lettres d'intention qui vous sont fournies, c'est-à-dire des intentions d'investissement. Je veux investir 30 000 euros dans ton entreprise. Et là, vous pouvez contacter les cabinets d'avocats pour faire ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires qui va vous lier avec vos associés, vos nouveaux associés qui vont financer votre entreprise. Et enfin, les démarches juridiques et administratives. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça peut capoter au dernier moment et qu'on peut retourner à la case départ sans toucher les 20 000 euros. Il faut vraiment rester très à cheval, très au taquet. Et le conseil qu'on donne, c'est que un des fondateurs ou une des fondatrices soit la personne en charge, généralement c'est le CEO, de la levée de fonds. Pas besoin de vous mettre les 2, 3, 4, 5 associés que vous êtes sur tous les rendez-vous investisseurs, toute la recherche. C'est le rôle d'un. Les autres, ils se concentrent sur l'opérationnel. Pourquoi? Parce que c'est chronophage, c'est fatigant la levée de fonds. Vous allez recevoir pour un oui, 90 non. 90 conseils de comment ta startup doit être changée, le prix, les modèles, etc. Il faut s'accrocher sur sa version, il faut s'accrocher sur votre conviction parce que c'est celle qui est le moteur de votre entreprise au début avec la passion. Et ça prend du temps, ça fait du mal au moral, au temps, au timing, etc. Mais ça aboutit généralement sur des bonnes nouvelles. Donc, ceux qui s'accrochent, qui sont résilients et bien organisés, sont ceux qui réussissent à mieux le lever. Bien organisé, c'est bien préparé, bien anticipé. Et d'ailleurs, ça fait partie, pour terminer, des 4 conseils qu'on donne sur la levée de fonds. Déjà, c'est l'anticipation, c'est l'art des entrepreneurs, c'est d'anticiper. N'allez pas chercher des levées quand tu es un levée des fonds quand il vous reste 2 mois de trésorerie. N'allez pas chercher une subvention quand il vous reste 2 mois de trésorerie. Faut anticiper. Si vous avez 2 ans de trésorerie, c'est parfait. Vous avez 2 ans devant vous, vous avez le chômage ou vous avez un projet étudiant que vous avez 2 ans avant de lancer en société. C'est le moment d'aller chercher des investisseurs, des solutions de financement. Même 1 an avant, c'est bien. Si vous reste 6 mois, ça commence à devenir tight, ça commence à devenir serré. L'anticipation, en plus, ça va vous permettre de mieux identifier les financements, de mieux les organiser, de mieux organiser votre temps. Et puis surtout, vous allez lever dans de bonnes conditions. Imaginez lever dans l'urgence. Les investisseurs vont se dire s'il lève aussi vite, je peux négocier à la baisse mon investissement et ma volonté d'investissement. Donc, ce n'est pas dans votre intérêt. Deuxième conseil, vérifier l'alignement des intérêts avec l'investisseur. Un investisseur, c'est comme un associé. Il faut qu'il pense comme vous sur le projet, qu'il croit, qu'il ait les mêmes convictions et qu'il ait les mêmes valeurs. Si vous avez des valeurs différentes, que vous êtes très proche de vos clients et que vous avez un investisseur qui s'en fout de la relation client, au bout d'un moment, ça va capoter. Vous allez avoir des distensions et des frictions. Et avoir des frictions avec son investisseur, personne ne veut ça, croyez-moi. L'alignement d'intérêt, il doit être vérifié justement en regardant qui est le fonds, qui est l'investisseur, dans quoi il a investi. Est-ce que je contacter des investisseurs, des entrepreneurs qui ont eu ces investisseurs comme investisseurs? C'est pas très clair comme phrase. Mais contacter des gens qui sont dans le portfolio des investisseurs que vous avez en ligne de mire ou avec qui vous êtes en contact. Ça vous permet d'enrichir, ça vous permet de savoir quel est l'intérêt des investisseurs. Tiens, pourquoi ils s'intéressent à moi? Il y a parfois des entrepreneurs qui me disent il y a lui, il m'a dit direct au bout d'un rendez-vous qu'il voulait mettre 500 000 euros. Je dis c'est bien, c'est génial, ça veut dire qu'il y croit. Mais regarde quand même, c'est quoi son intérêt? C'est un peu bizarre qu'ils investissent aussi vite. Est-ce qu'il n'a pas une entreprise qui peut être intéressée dans son portefeuille pour vous racheter? Est-ce qu'il n'a pas déjà investi dans une société concurrente? Il ne faut pas être parano, mais il faut être prévenant. Et à cheval sur se renseigner sur qui sont les gens qui veulent investir dans mon entreprise parce que demain, ça va devenir mes associés. Et dernier conseil, et après on passera aux questions-réponses, c'est vous entourer bien de conseils financiers, de conseils juridiques qui savent faire ce qu'ils font. Ne faites pas votre pacte d'actionnaires par votre expert comptable. Ne faites pas vos recherches d'investisseurs par votre avocat. Il faut que tout le monde soit bien organisé, que vous ayez des gens spécialisés. Si vous cherchez des gens, on a vraiment des personnes très compétentes sur tous les aspects, lever des fonds, etc. Entourez-vous de personnes qui savent de quoi ils parlent et de savent ce qu'ils doivent faire.